Adoptée en janvier 2022 par les députés à l'Assemblée nationale, la loi portant hygiène publique en République du Bénin a été promulguée le 16 février dernier par le président Patrice Talon. À quoi s'applique concrètement cette loi? Quels sont les degrés des poursuites et des sanctions réservées aux Béninois qui vont enfreindre à l'une des dispositions de la dite loi? Bienvenue dans la rubrique invité de Carré Politique. Je reçois Alain Tosuno, il est spécialiste des questions relatives à l'eau et à l'environnement. Alain Tosuno, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, cher confrère. Merci de m'avoir invité aussi. La loi portant hygiène en République du Bénin a été promulguée par le chef de l'État. Les Béninois devront désormais s'attendre à subir des représailles, à des sanctions de cette loi. Quel est le contenu de cette nouvelle législation? Bon, en réalité, c'est pas une nouvelle législation parce qu'il s'agit d'une relecture du Code de l'hygiène publique qui datait de 1987. Et donc, certaines dispositions de ce code-là sont devenues caduques parce qu'il y a une évolution du contexte. Vous savez, la décentralisation dans notre pays a fait apparaître de nouveaux acteurs que sont donc les communes, à partir de 2003, parce qu'elles ont commencé effectivement à être installées, les nouveaux élus et autres. Donc, or, le Code de l'hygiène publique est antérieur donc à l'avènement de la décentralisation. Donc, il fallait coller à ce nouveau contexte-là, en responsabilisant donc les autorités locales. Parce que qui parle d'hygiène publique parle quand même de comportement à observer ou à ne pas observer dans les communautés. Donc, ça touche à la proximité donc des populations. Donc, ce sont je dirais les autorités locales qui sont, disons, c'est le niveau pertinent pour véritablement donc amener donc les populations à observer donc les bonnes pratiques en matière d'hygiène publique. Donc, il fallait responsabiliser donc les collectivités territoriales. En dehors de ça, il faut dire qu'il y avait un certain nombre de dispositions que le Code de l'hygiène publique ne prenait pas en compte. Notamment, vous prenez la question de l'hygiène ou des installations sanitaires dans les établissements scolaires, préscolaires, scolaires, universitaires, mais aussi dans des établissements publics, comme par exemple les marchés, les gares routières, les places publiques. Donc la loi, le Code de l'hygiène publique ne faisait pas obligation donc à ces établissements donc publics de mettre à disposition des usagers ou des étudiants ou des élèves des toilettes qui répondent aux normes, parce qu'il ne s'agit pas juste d'avoir des latrines et autres. Donc, vous prenez la question des centres de détention, où effectivement, la question de l'hygiène, c'est une problématique majeure. Même dans les établissements sanitaires, il arrive, nous avons des cas où effectivement, il n'y a pas de toilettes et autres, dans des établissements sanitaires. Est-ce que vous voyez? Donc, le Code de l'hygiène publique, sa révision était devenue, je dirais, plus que nécessaire, importante, pour pouvoir effectivement coller au contexte. Mais au-delà aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un contexte où 87% des populations béninoises, par exemple, disposent donc des toilettes qui sont considérées comme ne répondant pas aux normes, des toilettes non améliorées. Et ça, c'est l'enquête démographique de santé qui date de 2017. Donc, si vous prenez au Bénin, il y a plus d'un ménage sur deux qui ne dispose pas de toilettes. Est-ce que vous voyez? Et en milieu urbain, on a seulement 22% donc de population en milieu urbain qui dispose de toilettes donc améliorées, et seulement en milieu rural 6%. Donc, si on veut faire le combat contre la défécation à l'air libre, si on veut promouvoir des bonnes pratiques en matière donc d'hygiène et d'assainissement, c'est qu'on a besoin de cet instrument d'action que constitue donc cette loi sur l'hygiène publique pour pouvoir véritablement veiller à la santé donc des populations, à l'assainissement donc du cadre de vie. Donc, il y a un certain nombre d'innovations qui ont été introduites dans l'ancien code de l'hygiène publique et qui aujourd'hui vont permettre à notre pays, vont permettre donc aux populations d'aller vers donc l'atteinte de l'objectif de développement durable 6.2 qui est relatif donc aux questions d'hygiène et d'assainissement. Parlant d'innovation, il y a cette fusion de la police environnementale
à la police sonore, sanitaire. Oui, dans le code de l'hygiène publique, il était prévu qu'effectivement, parce que lorsque vous avez des dispositions, il faut quand même, à titre expérimental, on avait prévu qu'il y ait la police sanitaire qui peut faire des visites intra-domiciliaires pour s'assurer donc de l'hygiène du milieu, de l'hygiène de l'eau, de l'hygiène alimentaire et tout ça. Et il y avait seulement cette police sanitaire, elle avait été installée dans les trois grandes villes que nous avons aujourd'hui, qu'on appelle les villes à statut particulier, Cotonou, Port-Nouveau et Parakou. Et en principe, cette police sanitaire devrait être étendue à toutes les autres communes. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la décentralisation le code de l'hygiène publique est antérieur à la décentralisation. Mais c'était déjà en 87, on avait déjà perçu la nécessité d'avoir une police sanitaire dont le rôle premier, c'est vraiment de sensibiliser, d'éduquer, de faire l'éducation à l'hygiène et à l'assainissement de base, avant maintenant de pouvoir donc sanctionner. Aujourd'hui, il est apparu nécessaire que on fasse cette fusion entre la police sanitaire et la police environnementale, parce que cette police sanitaire, avec le temps, elle avait des difficultés pour assurer effectivement ce rôle-là de chien de garde par rapport au bon comportement à observer. Et on a pensé, par souci d'efficacité, de faire cette fusion entre la police sanitaire et la police environnementale pour pouvoir renforcer les pouvoirs de police et pouvoir quand même sur le terrain veiller au respect donc des dispositions qui ont été donc que comporte donc la loi sur l'hygiène publique. Nul n'est censé ignorer la loi, dit l'adage, mais est-ce que du côté de l'État, des dispositions pratiques ont été prises pour vulgariser le contenu donc de cette loi aux populations? Oui, je crois que la question de l'hygiène publique, c'est une question qui touche qui concerne tout le monde. Et il ne s'agira pas seulement aux autorités publiques de le faire, c'est vrai. Elles vont donner, je dirais, le chemin. Donc, il reviendra à tout un chacun de nous, d'abord de s'approprier le contenu de cette loi-là. Donc, c'est clair que nous attendons d'abord les décrets d'application, parce que la loi telle qu'elle a été votée, elle renvoie à un certain nombre de décrets, donc qu'il faut prendre au niveau donc de l'exécutif. Une fois que ces décrets sont pris, maintenant, il faut effectivement plaider pour que il y a des dispositions donc qui soient connues des populations. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations. Je peux vous donner 2 ou 3 cas par exemple. Oui, allez-y. Aujourd'hui, c'est clair que l'article 9 dit par exemple qu'il est interdit d'uriner ou de déféquer aux abords donc des voies publiques et sur les places publiques. La loi aussi dit que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui font le commerce de l'eau et tout ça. On dit maintenant qu'il faut s'assurer de la qualité de l'eau. Parce qu'il s'est avéré sur le terrain que les gens qui vendent le pure water et puis n'utilisent pas de l'eau de bonne qualité. On aura des conséquences sur le plan sanitaire. La loi dit par exemple qu'il fait obligation à chaque commune maintenant de disposer de cimetière, qu'il est interdit donc de réaliser un puits à moins de 100 mètres du cimetière. Est-ce que vous voyez? Donc, mais également, il y a des dispositions, je crois que c'est l'article 158 qui dit par exemple qu'il est interdit d'arroser les légumes avec les eaux usées ou toute eau qui n'est pas traitée. Donc, vous avez tellement de dispositions aujourd'hui importantes parce que aujourd'hui, on n'observe pas ces dispositions et cela a une conséquence sur la santé donc des populations. Donc, je crois que quand vous voyez ces différentes dispositions qui ont été introduites, il est important qu'on vulgarise le contenu de cette loi-là afin que les populations puissent effectivement s'approprier et observer les bonnes pratiques d'hygiène. Ça va préserver la santé donc et le bien-être des populations. Vous avez parlé il y a un instant des cimetières, mais c'est comme si le législateur a oublié qu'aux abords donc de ces cimetières, il y a des populations qui y vivent et qui ne sont pas forcément à 100 mètres
de ces cimetières comme l'exige la loi. La loi n'interdit pas de vivre à côté du cimetière, mais si la loi interdit une maison à côté d'un cimetière, oui, mais je suis amené à creuser un puits. Oui, la loi interdit de creuser le puits parce que si vous utilisez cette eau de puits à côté d'un cimetière, c'est que cette eau, elle est impropre à tout usage, et c'est pour préserver la santé de ces populations qu'on interdit. Donc, si vous êtes à côté d'un cimetière, c'est clair que vous ne devez pas réaliser le puits et vous devez peut-être aller chercher de l'eau au niveau donc de la SONEB, parce que c'est pour préserver votre propre santé. Très souvent, ce qui se passe, cette eau est utilisée pour laver le linge, pour faire la vaisselle et tout ça. Or, ça a des conséquences sur le plan sanitaire, parce qu'après, c'est de l'eau impropre à tout usage. Donc, c'est important que ces dispositions soient connues et qu'on veille surtout à leur observation sur le terrain. Le chapitre 11, Alain Tosuno, le chapitre 11 de cette loi parle de l'hygiène menstruelle. Oui. Qu'est-ce qui a inspiré le législateur à en aller jusque-là? C'est l'une des grandes innovations de cette loi portant hygiène publique. C'est une thématique qui est nouvelle, parce qu'il est apparu aujourd'hui, quand vous prenez les établissements scolaires et universitaires, c'est que aujourd'hui on a constaté que les jeunes filles, les apprenantes, ont leur menstrue très tôt, à partir de 8 ans, 9 ans déjà. Vous avez les jeunes filles qui ont leur menstrue, alors que par le passé, ces menstrues apparaissaient à 13 ans, 14 ans, 15 ans. Alors, on se rend compte que ces institutions donc scolaires ou universitaires ne sont pas préparées à offrir des installations sanitaires pour que la jeune fille, lorsque ce moment survient, que la jeune fille ait accès donc à des toilettes donc propres, mais des toilettes aussi sexo-spécifiques. C'est-à-dire que la jeune fille a besoin d'intimité si elle doit changer des couches. Donc, elle a besoin, or très souvent aujourd'hui, dans nos établissements, qu'est-ce que l'on observe? Les toilettes sont à la fois pour les garçons et pour les filles. Donc, cette loi fait obligation aujourd'hui aux établissements donc scolaires et universitaires donc d'avoir donc des toilettes pour garçons, des toilettes pour jeunes filles et même des toilettes pour personnes handicapées. Et ça permettra donc à la jeune fille donc de pouvoir donc se changer, de changer ses couches et autres. Parce que quand ces moments surviennent, c'est qu'on a constaté que la jeune fille est obligée donc de quitter l'école. Il y en a qui retournent à la maison et qui ne reviennent plus jamais. Et qu'est-ce que cela? Il y a des conséquences sur le plan sanitaire, parce que lorsque elles vont dans ces toilettes qui ne sont pas souvent très bien entretenues, donc elles peuvent, il y a des infections, elles sont exposées à toutes sortes d'infections. Donc la question de l'hygiène menstruelle est devenue aujourd'hui une question importante, parce que la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle a des conséquences sur donc l'évolution donc de la jeune fille et son plein épanouissement. Donc ces questions sont devenues très importantes, et c'est pour cela que les députés ont vu juste d'introduire la question de l'hygiène menstruelle, parce qu'elle est devenue une question donc de santé. Le législateur a également demandé, j'allais dire, aux centres publics et privés de prévoir ce qu'on appelle le linge menstruel. Oui. Est-ce à dire que ces établissements doivent déjà constituer un budget qui va servir à alimenter l'achat des couches, comme on le dit vulgairement? Oui, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque notre pays a pris des engagements, ou notre pays fait des efforts pour que, aujourd'hui vous avez vu la campagne, toutes les filles doivent aller à l'école et tout ça, les statistiques ont démontré que il y a beaucoup de jeunes filles qui abandonnent l'école, parce que très souvent quand ces moments arrivent, les garçons et autres, il y a des railleries, il y a des moqueries, et ces jeunes filles-là, parce qu'elles ne sont pas prises en charge, elles retournent à la maison et ne reviennent plus jamais. Donc il y a des risques d'abandon, et c'est déjà arrivé. Également, lorsque l'institution scolaire n'est pas préparée et que même l'établissement n'est pas préparé à prendre en charge cette jeune fille, parce que ce moment-là survient souvent, la jeune fille n'est pas préparée, donc il n'y a pas de linge, il n'y a pas de couche et autres. Donc, quand ça vient à l'école,
très souvent, qu'est-ce qu'elles font recours à des pagnes qui ne sont pas propres et autres, et après, on a constaté qu'il y a des infections, et cela peut conduire à la stérilité pour certaines jeunes filles. Donc, aujourd'hui, la loi fait obligation, donc, aux responsables des établissements scolaires et universitaires. Ailleurs, on a vu, hein, il y a des expériences très intéressantes. Vous avez ces couches-là, c'est comme on partage les préservatifs dans certains... Oui, donc, dans certaines écoles. Elle appuie le bouton et puis elle a ça. Et s'il y a des toilettes qui sont réservées à la jeune fille, donc elle peut avoir accès en toute intimité et se changer et revenir suivre les cours. Parce que très souvent, vous allez constater tous les mois, il y a des jeunes filles qui vont vous dire pour raison de santé, mais ne disent même pas que c'est à cause de la période des menstrues qu'elles sont obligées de manquer les cours. Et souvent, lorsque ça arrive en période de devoir, ou en période même d'examen, ces jeunes filles-là sont obligées de reprendre la classe, parce que tout simplement, donc, l'institution scolaire ou l'établissement n'offre pas un cadre ou des équipements qu'il faut, ou le linge et tout ça, pour que la jeune fille puisse vraiment faire face, bien gérer donc ce moment-là qui est très important pour sa vie. Une dernière fenêtre que nous allons ouvrir donc pour déboucher sur la fin de l'émission. Pour tout acte de violation susceptible de porter atteinte donc à l'hygiène publique au Bénin, quel va être le degré des sanctions et le niveau des poursuites? Les sanctions varient. Les sanctions varient selon l'infraction. Mais ce qui est l'une des grandes innovations, c'est que le code de l'hygiène publique, par exemple, le montant des amendes était, je dirais, pas très élevé, et beaucoup se permettaient donc d'enfreindre la loi et d'avoir à payer. Les gens payaient jusqu'à seulement 2000 francs. Hein, parce que bon, on parle de 1987. Oui. Donc, le montant des amendes a été revu à la hausse, et aujourd'hui, les sanctions vont jusqu'à 1 an à 3 ans d'emprisonnement. Il y a des amendes qui peuvent aller de quoi décourager ceux-là qui urinent aux abords ou défèquent sur les places publiques. Donc c'est selon l'infraction. Il y a par exemple aujourd'hui, et c'est un fait qu'il faut absolument décourager ou dénoncer, c'est que nuitamment aujourd'hui il y a des gens qui vont comment on appelle au niveau d'un certain nombre de ménages qui ne veulent pas vidanger, faire quoi, la vidange mécanique. Oui. Donc vous avez des gens qui font la vidange manuelle et qui vont déverser ça au niveau des caniveaux et tout ça. Donc, les amendes ont été revues à la hausse de 50 000, même ça va jusqu'à parfois 900 000 francs. Donc, tout ça, ce sont des dispositions, ce sont des sanctions qui ont été prévues pour un peu décourager donc toute personne qui s'adonne à une... Parce que vous voyez tous les efforts aujourd'hui qui sont faits par le gouvernement en place pour améliorer, pour avoir des voies publiques et tout ça. Et si on doit déverser donc ces excrétas-là et tout ça sur la voie publique, ça va endommager encore les infrastructures qui sont en train d'être réalisées. Donc cette loi, elle est en parfaite cohérence avec tout ce qui est fait aujourd'hui pour améliorer le cadre de vie donc des populations. Une recommandation aux Béninois. En fait, l'hygiène, la loi sur l'hygiène publique, en réalité, elle est importante pour assurer, pour sauvegarder notre santé. Donc, faut pas que les populations voient ça comme une loi qui a été faite juste contre le citoyen, mais le citoyen doit être aujourd'hui celui-là qui fait la promotion des dispositions donc de cette loi, parce que elle va contribuer à améliorer le cadre de vie, notre cadre de vie, et donc pour améliorer aussi notre santé et notre bien-être. Donc, j'invite tout citoyen, effectivement, à s'approprier le contenu de cette loi-là et surtout à contribuer à la promotion donc des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement de base. Alain Tosuno, merci d'avoir participé à ce plateau avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions relatives à l'eau et à l'environnement. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Amis internautes, nous sommes à la fin donc de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour notre numéro de Carré Politique.